Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid, comme toujours. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à tous, ça va très bien. Je me suis intoxiqué cette semaine à Final Fantasy XVI, tu te doutes hein. Donc là j'ai harnaché mon chocobo à l'entrée du studio d'enregistrement et je repars avec en partant. Et sinon, je me suis fait plaisir. Donc je l'ai dit sur Twitter, j'ai fait la démo de Pikmin 4. Tu sais, j'attendais beaucoup ce jeu Pikmin 4. Donc là, à tous, hein, sachez-le, il y a la démo qui est dispo sur Switch. Et bien que le jeu met un peu de temps à se lancer, c'est très vite addictif. Donc franchement, je conseille, c'était très très bien Pikmin 4. Pikmin, ça reste une valeur sûre quoi qu'il arrive. Carrément. Moi dans mon coin, j'ai fait du Final Fantasy XVI toute la semaine. À vrai dire, j'ai joué qu'à ça tout le temps, j'ai joué à rien d'autre. Aussi, j'ai regardé le sujet de mon sujet hors sujet, donc je te laisse faire le sommaire, tu pourras en parler mieux que moi. Allez, aujourd'hui on va parler de pas mal de petites choses. Red Dead Redemption, pour ceux qui connaissent, il fait parler de lui, il revient, ce sera pas le 3, ce sera autre chose. Après on va parler du GOTY très certainement de l'année qui est le jeu Gollum. Ensuite, Silent Hill, Perfect Dark et une petite surprise, une petite news, donc je révélerai pas la 5e. En test de la semaine, comme il y a plein de gros jeux, Diablo, Final Fantasy, et j'ai décidé de faire Trek to Yomi sur PS5 qui est sorti il y a pas longtemps sur le PS Plus. Et toi, tu vas nous parler en sujet hors sujet d'Angel Heart. Exactement, donc beau sommaire pour cette semaine, donc il n'y a plus qu'à attaquer, générique. Allez, go, générique. Du nouveau chez Rockstar, enfin du nouveau avec de l'ancien, car a priori il se profilerait un remaster de Red Dead Redemption. Donc c'est lors d'un podcast que Colin Moriarty, classe comme nom quand même, Moriarty, ancien rédacteur en chef d'IGN, donc c'est pas n'importe qui, donc il a vendu la mèche. Rockstar envisagerait de remasteriser Red Dead Redemption avec pour l'occasion une sortie sur PC, car il faut savoir c'est que le jeu était jamais sorti sur PC au préalable, auparavant. Le studio l'officialiserait en août pour une sortie cette année, donc peut-être que ça arrivera dans le triangle de la mort, septembre, octobre, novembre quoi. De plus, en Corée du Sud, Red Dead Redemption a fait l'objet d'une nouvelle classification le mois dernier. Donc le jeu étant paru en 2010, ça fait maintenant plus de 10 ans, sur PlayStation 3 et donc Xbox 360 uniquement, Red Dead Redemption reste avec un métascore de 95, une valeur sûre et surtout un jeu très très demandé par la communauté. La bonne nouvelle pour les joueurs qui sont quand même très très enthousiastes à l'idée de retrouver ce chef-d'œuvre qui vieillit encore très très bien malgré le poids des années, mais il y a quand même une certaine crainte rapport à la fameuse compile de GTA qui a eu un lancement catastrophique. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact. Toi qui as adoré le jeu, est-ce que tu trouves que c'est pertinent ou pas ? Parce que pour moi, ça fait vraiment... C'est le genre de jeu typique qui est ultra populaire, encore très joli, qui a bien vieilli. Est-ce que tu trouves ça pertinent, toi ? Ou encore une fois, c'est histoire de faire du blé en attendant GTA 6 ? Alors je pense que c'est pertinent pour les joueurs PC déjà, qui puissent profiter de ce jeu-là. Ouais. C'est pertinent aussi pour les joueurs PlayStation, car le jeu, en fait, est rétro-compatible sur Xbox Series X, mais il bénéficie en plus du FPS Boost et d'un Auto HDR. Ça permet déjà de lui donner un simili remaster et c'est ce qui permet de jouer au jeu dans la meilleure condition. Pour la version PlayStation 3, je crois qu'elle est disponible via les abonnements PlayStation Plus de mémoire, mais il n'y a aucun apport graphique en plus, donc ça peut être intéressant vraiment pour ces personnes-là. Après, c'est vrai que moi de mon côté, j'ai relancé le jeu il y a quelques mois et il reste encore super beau et très très jouable. Ouais, j'avais lu ce que tu as dit là, des joueurs Xbox qui disaient que c'était d'un intérêt relatif en tout cas sur Xbox, parce que là aujourd'hui la console booste beaucoup le jeu, ce qui est d'ailleurs une excellente fonctionnalité qu'a la Xbox, et ça il faut bien le reconnaître, c'est top. Mais tu sais, on y avait joué sur Xbox, enfin je crois ne pas me tromper, c'est parce que je suis pas un grand fan de Red Dead, il y avait pas une version zombie aussi de Red Dead et on jouait à ça en ligne il y a X années ensemble. Oui, on jouait à l'époque au Red Dead Online justement. C'était quoi ce mode ? Alors, Red Dead Online, toi tu avais pris de mémoire le jeu Undead Nightmare, c'était un standalone avec les zombies. J'avais pris que ça moi, ouais. C'est ça, donc tu avais le standalone et en plus tu avais la possibilité de jouer à Red Dead Online à l'époque, et je me souviens, on se rejoignait, on était 6-7 à jouer, à faire des instances sur 360 de cowboy et tout, sur 360, c'était cool. Et là, donc si le remaster concerne à la fois le jeu de base plus l'extension Undead Nightmare, ça peut vraiment faire quelque chose de très très cool, c'est clair. Parce que moi j'ai pensé à ça, tu vois, je me suis dit en multi, ça peut être cool, on jouait à ça ensemble il y a trop longtemps, et ça j'ai gardé des très bons souvenirs de
ce jeu sur Xbox. C'était vraiment très rigolo. Je me rappelle avec des chevaux zombies et tout, c'était rigolo. C'est un des jeux où j'ai passé le plus de temps sur du multi à l'époque, sur 360. Bon, parlons d'un autre chef-d'œuvre. J'ai nommé le jeu Gollum, le Seigneur des Anneaux. Donc le pauvre jeu, il prend cher quand même. Le pauvre, tout le monde se moque de ce jeu-là. Alors que moi, j'étais quand même un de ceux qui y croyaient. J'étais prêt à l'acheter. Je suis beaucoup moins prêt là aujourd'hui. Monsieur enthousiasme. Ouais, Monsieur enthousiasme, c'est un peu calmé là sur le coup. Bon, après, on peut rappeler un petit peu la descente aux enfers de ce jeu. Hein. En fait, le gros souci, au-delà de ses qualités perfectibles, c'est qu'il est sorti complètement cassé, buggé. En fait, c'est même pour ça que je l'ai pas acheté, parce que je savais que le jeu allait être bancal et tout, mais un jeu cassé qui est injouable, ça franchement, pour moi, ça passe pas. Donc les joueurs, ils ont mis 1 sur 10 en note Metascore. La presse a mis 34, donc c'est un des plus mauvais jeux. Un peu des plus mauvais jeux notés ces derniers temps. De l'année, oui. Ouais, pourtant c'était vraiment une de mes grosses attentes. Là on le trouve à 10-15 euros. Je trouve ça encore un petit peu cher. Mais en tout cas, ce qui est ennuyeux, la news elle arrive, c'est celle-ci. C'est que le studio, donc Daedalic Entertainment, qui a fait ce jeu, le couperet est tombé. Malheureusement, ce studio va stopper le développement de jeux, mettant au passage plus de 25 personnes, ils disent a priori en premières annonces, 25 personnes sur 80, c'est pas rien, au chômage, en tout cas en licenciement. Sachant que Daedalic, attention, il y avait quand même des compétences. Il faisait des très bons point and click, dont toute la série des Deponia. Je sais pas si t'as connu, mais c'était vraiment pas mal ces jeux. En tout cas, ils étaient vraiment spécialisés sur le point and click et ça fonctionnait bien. Il y avait des vraies propositions, même s'il n'y a jamais eu de grands cartons commerciaux, c'était des jeux qui tenaient la route. Mais là franchement, c'était trop chaud. La déception est trop grande et pour la presse et pour les joueurs et évidemment en termes de vente. Donc rappelons que le studio avait été racheté par Nacon, qui les a peut-être un petit peu forcés à sortir le jeu trop tôt, mais en tout cas aujourd'hui ils ont sorti un jeu complètement cassé et ils en payent malheureusement les pots cassés justement. À savoir, ils préparent un deuxième jeu Seigneur des Anneaux, pareil, annulé. Seul petit réconfort dans tout ça, Kira, ils vont continuer l'édition de jeux vidéo. Ils font plus de développement, mais c'était aussi un studio qui éditait des jeux. Il avait fait d'ailleurs pour Shadow Tactics sur mobile, qui est un petit bijou. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font de l'édition et ils vont rester à faire ça. Donc il y a quand même du staff qui reste, mais plus sur le développement. C'est vrai que c'est dommage, malheureusement, un studio qui ferme, surtout après juste un mauvais jeu en fait. Les jeux d'avant étaient quand même très bons. Correct, toi, clairement. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est vrai que la licence Seigneur des Anneaux est quand même un peu malmenée dernièrement, car entre l'effroyable anneau de pouvoir de Amazon, le jeu Gollum, j'ai l'impression que ça commence à perdre de sa superbe. Hein. Ils vont bientôt nous faire une Star Wars si ça continue. Donc faut vraiment qu'ils ont un lore, ils ont un lore de folie, ils ont quand même un univers incroyable. Et c'est vrai que c'est dommage on va dire, d'égratigner ce diamant avec des ouais, comme bon, ça. Moi, mes livres de chevet restent toujours le Seigneur des Anneaux, c'est indémodable et ça se lit toujours, hein. C'est ça qui est magique. Les jeux de société sont excellents d'ailleurs, il y en a plein, il y a des jeux de cartes, des jeux de société. Il y a un jeu aussi qui arrive là, les mines de la Moria, mais il me fait un peu peur quand même aussi ce jeu. Moi aussi, hein. Donc en effet, j'espère qu'en tout cas, on va pas être sur une spirale infernale, parce que pareil, en termes de jeux vidéo, on a eu les incroyables L'Ombre du Mordor qui sont très bien. Toi comme moi, on avait adoré Bataille de Terre du Milieu 1 et 2. Pour la Terre du Milieu, enfin, il y a des bijoux, quoi. Il y a des très très grands jeux. Donc ouais, ça fait un petit peu peur pour cette belle licence de jeux vidéo en tout cas. C'est vrai que c'est pas emballant pour la suite. Petite pensée en tout cas pour les développeurs, parce que encore une fois, il y avait des personnes de talent dans cette équipe. Donc c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont fait qu'ils ont sorti un jeu cassé. Et je pense que même eux n'en sont finalement pas très fiers, et ça c'est dommage, quoi. Je suis d'accord. Continuons sur Silent Hill The Short Message, donc le fameux jeu dans l'univers de Silent Hill très obscur, dont on ne sait au final quasiment rien. Donc attention, c'est une news à prendre avec des pincettes, hein. Elle vient d'un insider en fait, Dusk Golem pour le citer. C'est un leaker coutumier donc de nombreux leaks et qui tape généralement juste. Il aurait dévoilé en détail le synopsis donc de ce fameux mystérieux Silent Hill The Short Message. On suivra Anita, une jeune fille que
personne de sa classe ne peut voir, en fait, personne ne peut la voir en peinture, sauf son amie d'enfance Maya. Malheureusement pour elle, les deux copines se sont éloignées ces derniers temps à cause des habitudes étranges et dangereuses d'Anita. En effet, la fillette regarde des vidéos choquantes sur internet, se taille les poignets et évacue sa colère à travers une histoire qu'elle écrit depuis un petit moment. Un peu glauque. Un jour, Maya va être retrouvée morte et tout porte à croire qu'elle s'est suicidée. Anita, totalement bouleversée, va enquêter sur la mort de son amie, alors que les comptes de cette dernière sur les réseaux sociaux sont toujours actifs, même après sa disparition. Autre rumeur suite à ce synopsis, c'est qu'en fait ce ne serait pas un jeu à part entière, ça serait plutôt une sorte d'expérience, une démo gratuite qui servirait à introduire l'univers étendu Silent Hill, les films et les jeux. Donc affaire à suivre, on va avoir normalement plus de news dans quelques temps, donc ça reste très intriguant, dit comme ça, très glauque également. À voir. Je sais que toi t'es chaud avec Silent Hill. Est-ce que tu avais entendu parler de Non, j'avais pas entendu parler du leak. Après Dusk Golem, c'est vrai que c'est un leaker un peu pro. Ils l'ont fait beaucoup, je crois, mais tu vois, je trouve ça toujours un petit peu toxique, ces gars qui leak très rapidement. Là, ça va, c'est un synopsis, donc on peut se dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure. C'est pour ça que j'en ai parlé, sinon je l'aurais pas fait. Si tu veux, c'est les gars qui balancent carrément un jeu entier comme ça sur les réseaux ou autre, ça c'est vraiment, ouais, je trouve assez toxique. Après, pour cette proposition, je suis chaud, mais en même temps, ça a l'air particulier, quoi. Donc avoir, tu vois, le concept de démo pour introduire un univers, ouais, faut voir si vraiment ça va se jouer. Tu vois, c'est ça que je me dis. Est-ce que vraiment il va y avoir du gameplay ou ça va être quelque chose de plutôt narratif, où on va interagir avec des cinématiques. Faut voir, quoi. Mais en tout cas, si c'est basé si on a bien l'ambiance Silent Hill, ça promet d'être intéressant. Alors, je trouve le synopsis en tout cas engageant. Il donne envie, donc ça peut être sympa. Du moins que c'est mieux que le deuxième film Silent Hill. Il n'y a pas de mal, je pense. C'est vrai que Konami a mis les petits plats dans les grands pour faire revivre sa licence. Là, on voit qu'il y a plein de petits projets qui pop un peu à droite à gauche. Il y a aussi le fameux projet communautaire là où tout le monde pourra participer en même temps. Ils ont l'air de brasser très très large en fait. Sur Twitch. Ouais, sur Twitch, c'est ça. Et tout en plus semble être relié. Vraiment, c'est non seulement c'est très intriguant, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est obscur, sans faire de jeu de mots par rapport à l'ambiance de la ville. C'est brumeux. Mais voilà, c'est ça, c'est brumeux, c'est nébuleux. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je sais qu'en tout cas, Silent Hill, c'est une licence de cœur. J'ai toujours été très très chaud pour jouer des nouveaux épisodes. Le remake de Silent Hill 2 donc se profile dans normalement un peu moins d'un an. Donc vivement quoi. Autre licence fort connue, enfin peut-être un peu moins d'ailleurs maintenant, l'aura de Perfect Dark subsiste encore avec la fibre nostalgique, mais je pense que les plus jeunes joueurs connaissent un petit peu moins. Donc très grosse licence d'espionnage avec une héroïne au cœur du jeu, et on sait que ça fait un petit moment qu'Xbox souhaite faire revivre cette licence, et elle a refait parler d'elle ces derniers temps, et à savoir ça a été un vrai drame, un petit peu cette histoire. Donc on va retracer comment ce projet a vu le jour, comment il a vécu un récent reboot, sachant que de base, ça devait être le studio The Initiative, donc qui s'occupe du reboot de Perfect Dark, enfin qui voulait en tout cas produire un très gros jeu, un AAA, enfin un quadruple A, tu vois, on est sur un très très gros budget, très gros studio, et ça devait être le fleuron un petit peu de Xbox, le studio qui va sortir des très très grosses productions. Et donc il y a eu pas mal de projets qui ont émergé, dont le souhait de faire revivre Perfect Dark. Donc ils y sont mis avec non sans difficulté. Kira, au début, le projet a vraiment galéré, et à ça, une certaine solidarité en fait s'est mise en place entre divers studios que l'on connaît, avec Crystal Dynamics, donc un studio que tu adores, hein, Kira, t'aimes beaucoup ce qu'ils font sur Tomb Raider, et Certain Affinity, l'autre studio, avec un ancien de Bungie à la tête, donc un studio qui est aussi compétent, et donc ils ont aidé ce studio The Initiative qui galérait, et malgré le renfort de ces deux très gros studios, en 2021, Xbox a teasé Perfect Dark, sauf que ça n'a pas beaucoup plu à ces personnes qui étaient venues en renfort justement, et le studio, donc Certain Affinity que j'expliquais tout à l'heure, a quitté le projet. D'accord. Donc ils se sont retrouvés un petit peu Crystal Dynamics et le gros studio de Xbox, tous les deux, à se regarder un petit peu en chien de faïence, sachant que ça
ça a créé un certain remous et désordre dans le studio d'Xbox, qui fait qu'il y a eu des départs. Et là, on se retrouve aux dernières news en 2022 où tout ce qu'ils ont fait auparavant a été mis à la poubelle. Et Crystal Dynamics reprendrait officiellement seul, du coup. Xbox se désengagerait, pas financièrement, évidemment, ils vont payer, mais se désengagerait du développement. Donc pourtant, avec encore une fois un studio qui portait, tu vois, toutes les ambitions d'Xbox, un très gros studio qui se retrouve aujourd'hui avec peu de développeurs a priori. Et Crystal Dynamics, du coup, reprendrait cette licence, sachant qu'ils travaillent à 50% de leur staff sur Perfect Dark et à 50% sur un jeu Tomb Raider pour Amazon Gaming. Donc tu vois, c'est tumultueux, hein. C'est une licence que j'ai vraiment envie de revoir revenir. Et dire qu'au départ, c'est une licence de Rare qui appartient à Microsoft. Et là, de l'avoir un petit peu ballotté à droite à gauche pour pouvoir renaître de nouveau, c'est un peu triste quand même. Ouais, et puis ça, on voit toujours que Xbox a du mal avec ses propres studios qu'ils fondent, qu'ils créent. Là, c'était vraiment un studio qu'ils ont créé. Encore une fois, avec plein d'ambition. Le studio n'a sorti aucun jeu, alors que ça devait être le fleuron presque de la marque. Donc je crois qu'il avait été créé en 2018. Donc 2023, il n'y a rien qui est sorti. Ah, ils auraient le temps de sortir un jeu. Bah oui, en tout cas, bien amorcer le projet. Mais en tout cas, rassurons-nous, c'est surtout ça qui est important. Donc c'est les informations que je tire, et je vais vous renvoyer vers cet article qui était très bien fait. Donc la source, c'est IGN, qui a enquêté sur Perfect Dark, qui a sorti cet article du coup il y a peu de temps, qui a été relayé par Gamecult en France, qui ont fait un papier dessus. C'est passionnant. Et le journaliste dit, donc je vais le citer, toutes mes sources ayant une connaissance récente de son statut disent qu'il est toujours en pré-production, à environ 2 ou 3 ans de sa sortie. Il s'agit toujours d'un FPS équilibrant combat et espionnage, donc ça on est rassuré, mettant l'accent sur les gadgets d'espionnage, sur une technologie de mouvement expérimentale et sur la narration. Donc à voir comment ils vont... Tu vois, quelle direction va vraiment prendre le jeu, oui, si c'est de la full espionnage ou s'il y aura vraiment un mix narration, enfin ça peut être vraiment intéressant. Et ils disent, les plans récents semblent s'orienter vers une sorte de format épisodique, donc ça m'a surpris par contre, bien que le rôle exact reste encore à déterminer, et des changements peuvent encore évidemment arriver d'ici la sortie, qui est du coup envisagée dans 2-3 ans. Donc ça donne quand même un état d'esprit. Là on savait pas trop ce qu'ils allaient faire de la licence, on a une idée un peu plus précise, tu vois, de ce qu'ils veulent faire. C'est cool, c'est qu'au moins ils ont des idées, on va dire. Le problème c'est que pour l'instant les idées c'est bien, mais c'est vrai qu'il faudrait les concrétiser. Et puis depuis le temps que Microsoft a racheté des nouveaux studios, en fait, il serait peut-être temps qu'ils commencent à sortir des choses, hein, mine de rien, parce que grâce à Bethesda, là, Microsoft arrive à avoir des sorties et puis des exclusivités. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a énormément de jeux, on les attend toujours. Et c'est vrai qu'ils ont mis la main au portefeuille, ils sont ambitieux, ils essayent d'être rassurants, mais en attendant, c'est dommage, quoi. Ça fait même de la peine, on va dire. Après, ça reste une vieille licence que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais bien revoir. Ça me fait penser à une autre licence que j'aurais aimé revoir aussi, je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait No One Is Forever. C'est une vieille licence des années 2000, c'était un FPS en fait, où on suivait on va dire une espèce de James Bond, on va dire, c'était une héroïne, dans une ambiance un petit peu à la Austin Power, très typée 60s. Okay, et c'était très très cool. Et ça, c'est le genre de licence, si elle revenait maintenant, je suis sûr que ça cartonnerait, quoi. Et quand je pense à Perfect Dark, je pense direct à ce jeu-là. Ouais, tu l'as dit très justement. En plus, Perfect Dark peut être un système seller, une licence qui fait vendre des consoles, qui attire du monde, qui donne une belle image à Xbox. Donc, je pense qu'ils ont une belle carte dans leur manche. Donc, voilà, maintenant, il faut réussir à la sortir et faire quelque chose surtout de très qualité. Pour finir, on va parler d'un autre potentiel remake, donc Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est le journal Kotaku qui affirme que Ubisoft viendrait tout juste de démarrer la production d'un remake, donc de ce fameux volet d'Assassin's Creed, considéré pour beaucoup comme le meilleur épisode de la série, alors que le prochain épisode n'enthousiasme guère la commu. Oui, c'est vrai. Le Ubi Forward, ça refroidit pas mal de gens, et c'est vrai que j'ai l'impression que personne n'en parle, surtout qu'en plus le
jeu est censé sortir dans 4 mois. Il n'y a pas de preview, aucun journaliste ne l'a testé, on a vraiment juste vu la vidéo de gameplay, donc moi je suis quand même un peu alarmé et surtout surtout pessimiste, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, toujours selon Kotaku, qui explique avoir eu l'information de 2 personnes différentes qui sont proches du projet. Donc la production n'en serait vraiment qu'à ses débuts, et ça serait Ubisoft Singapour qui chapeauterait ce remake. Ubisoft Singapour, pour information, c'est eux qui chapeautent Skull and Bones actuellement. Skull and Bones qui devait être une extension d'Assassin's Creed Black Flag, tout est lié. Le remake va sortir avant, t'imagines, tu sais. C'est ce que j'étais en train de penser. D'autres rumeurs parlent d'un gameplay aussi modifié, donc plus RPG, qui se rapprocherait des titres actuels, donc de la trilogie Origins, Odyssey et Valhalla. Après, c'est vrai qu'Ubisoft, donc on le sait, ils sont en galère depuis déjà un certain temps. Et quoi de mieux que de s'appuyer sur un des meilleurs épisodes d'Assassin's Creed pour relancer la machine, à voir ce que, comme je le disais tout à l'heure, à voir ce que ça a donné. Moi, je sais que c'est mon épisode préféré et j'aimerais bien pouvoir y rejouer. Je l'ai relancé il y a pas longtemps, encore une fois, même si le gameplay a vieilli, parce que bon, c'est les anciens Assassin's Creed, ça reste encore très très jouable de nos jours. On peut le trouver en rétrocompatible sur toutes les consoles. Donc, est-ce que c'est pertinent ? Voilà, bonne question. Est-ce que ça sera un vrai remake travaillé avec des modifications dans le scénario et des modifications dans le gameplay, ou est-ce qu'au contraire ils vont faire quelque chose d'un peu timide, donc à voir. Ouais, moi ça m'emballe pas trop, mais en même temps les jeux Assassin's Creed m'emballent pas trop, donc il y a une cause à effet. Je me rappelais que toi c'était un de tes épisodes favoris, et j'ai visé juste parce que tu viens de le dire, c'est ton épisode favori. C'est pas celui dans lequel on peut avoir un bateau et faire une flotte qui ait des combats de bateaux, etc. C'est pas ça ? C'est le Assassin's Creed, le moins Assassin's Creed en fait. On joue vraiment un pirate, et toute la partie assassin qui est quand même là est très secondaire au final. Et si on veut, on peut juste partir avec son bateau, faire des batailles navales, aller chercher des trésors. Et c'est ça qui était vraiment cool pour l'époque. Et puis cette ambiance Caraïbes, mer bleue, on va chasser du requin, de la baleine. Bien sûr, c'est mal de chasser de la baleine et du requin en vrai. Dans le jeu vidéo, ça reste cool car on fait de mal à personne. Ouais. Mais il y avait cette ambiance et cette sensation de vivre vraiment l'époque en fait. Et puis le personnage qui était vraiment Edward Kenway, qui était vraiment hyper charismatique. Donc pour moi, oui, c'est vraiment le meilleur épisode de la saga, bien au-dessus des épisodes comme la trilogie Ezio, par exemple, que je trouve quand même bien en retrait. Et surtout, elle avait l'avantage d'ouvrir considérablement le monde d'Assassin's Creed avec un gameplay en plus avec le bateau, avec des nouvelles histoires. On retrouvait Barbe Noire, il y avait du folklore un petit peu... pas mal ça, du folklore de pirate en fait. Et ça, c'était vraiment très très cool. Là où les autres, c'était vraiment très terre à terre, celui-ci partait plus dans un côté littérature. Et moi, c'était vraiment mon dada, quoi. Ton Assassin's Creed préféré, c'est celui qui est le moins Assassin's Creed de tous. Est-ce que tu aimes vraiment Assassin's Creed ? Exactement. J'aime bien cette saga. Bon, il y a des épisodes forcément moins bons que d'autres. Oui, bien sûr, et puis à la longue, ça se répète pas mal. J'ai bien aimé la dernière trilogie, Origins, Odyssey, Valhalla. Même si je suis moins fan du côté looter-shooter et ennemi avec des levels, tu vois, c'est moins ma cam. Mais du coup, quand on était sur Black Flag, on était vraiment sur un entre-deux. Bon, bonne nouvelle quand même. Oui, bonne nouvelle, tout à fait. C'est toujours bon à prendre. Donc après, à voir si ça va être un vrai projet fait avec passion, si c'est purement mercantile. Ainsi se termine la partie news. Ah oui, déjà. Passe vite, hein. Déjà, c'était de la petite newsette. Bon, c'est vrai qu'on arrive en été, c'est plus calme. Oui. Là, tu nous as testé un jeu, donc Trek to Yomi, un jeu que j'ai également fait. On pourra en parler tous les deux, ça va être marrant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce titre ? Trek to Yomi, que dire sur ce jeu ? J'ai intitulé la chronique « Quand la promesse influe sur la perception du joueur ». Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est édité par Devolver. Donc Devolver, Hotline Miami, etc. On en a déjà parlé. Un éditeur bien connu dans le monde du jeu indé. Développé par Flying Wild Hog, studio polonais. Je connaissais pas du tout, j'avoue. On peut pas tout connaître. Enfin, je connaissais pas le studio, mais je connais leur jeu. Ils ont fait Shadow Warrior, la série des Shadow Warrior qui est très connue sur PC. Donc je connaissais un petit peu finalement sans le savoir. Le studio a été racheté en 2022 par Embracer Group. Toujours un Embracer qui est tentaculaire. Qui est partout. Ils sont partout. Hydra. Mais grave. Avec aux commandes du jeu Leonard Manchiari, donc qui est une personnalité assez connue et avec un voice acting assez étonnant dans ce jeu. Donc les doubleurs japonais. Donc pour ce jeu, ils ont pris des doubleurs japonais que je voudrais citer, même si je connaissais pas trop leur nom. Par exemple, Akio
Otsuka. Pourquoi je le cite? C'est pour toi, Kira. Il a fait la voix de Solid Snake, Big Boss dans la saga MGS, et aussi il a été doubleur dans Ghost of Tsushima. Oui, c'est vrai, c'est un beau palmarès. Petite anecdote, elle est pas mal l'anecdote, ça va? Franchement, tu vois, j'ai sorti... Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, c'est vrai que les MGS, moi je les joue en anglais, car pour Kojima, la version originale, pour lui, c'est la version anglaise. Donc c'est vrai que la version japonaise, je t'avoue de ne l'avoir jamais entendue. En revanche, Ghost of Tsushima, je l'ai fait en japonais. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai forcément... Donc, tu vois, ils ont misé sur des bons acteurs pour Trek to Yomi. Il y a eu aussi d'autres, enfin, je vais pas tous les citer, mais il y a un vrai bon casting, des doubleurs qui ont été dans Naruto Shippuden, Street Fighter V, Fire Emblem, Injustice, Resident Evil Village, X Hunter, Overwatch. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pris un cast pour les doublages qui est connu au Japon et qui est vraiment compétent. Donc ça, c'était à soulever. Alors, le jeu, qu'est-ce que c'est Trek to Yomi? Donc, le synopsis, on incarne Hiroki. Donc, au tout début du jeu, le premier chapitre est un flashback, donc c'est pas vraiment du spoil. On joue Hiroki jeune, qui est apprenti samouraï, et par la force des choses, dans la durée, il va se retrouver chef du village, et avec une soif de vengeance. Donc, c'est un jeu avec des thématiques de la vengeance qui fonctionne somme toute très bien généralement, et il veut se venger du tueur de son maître qu'il a laissé apprenti orphelin, et du coup on incarne ce jeune samouraï. Donc un scénario complètement typique des films samouraï, on en parlera de l'époque, Popcorn, les films un peu western spaghetti mais à la sauce samouraï. Enfin, pour moi, on a les codes là. Je sais pas ce que t'en penses, Kira, mais en termes de scénario, on est dedans, quoi. Complètement. Pour la première partie du jeu, en tout cas, je suis d'accord. On y vient. Et donc, quelle est la promesse du jeu? Parce que la chronique, comme je l'ai dit, elle est basée sur cette promesse, le petit contrat qu'on fait entre le joueur et les développeurs quand on lance le jeu. Donc, à l'évocation du jeu Trek to Yomi, peut-être que ça ne vous parle pas, mais quand je vais vous dire que c'est un jeu déjà en noir et blanc, c'est pas souvent. Les seuls jeux en noir et blanc que j'ai en tête, c'est Limbo, Mad World, qui était excellent, Mad World d'ailleurs. Donc là, Trek to Yomi, jeu noir et blanc, un jeu de samouraï, un vue un petit peu éloigné, où on a le personnage qui gravite de gauche et à droite, et avec dans un Japon féodal, vraiment typique japonais. Et là, ça parle peut-être certainement plus parce que c'était un jeu qui a quand même marqué les esprits. Il a été présenté dans un PES Showcase, un State of Play. Finalement, vous allez me dire, il y a peu de différence entre les deux en ce moment, mais c'était un State of Play, et il avait marqué. Kira, il y avait une petite hype quand même sur ce jeu, avec tout l'aspect graphique, un peu vieux cinéma des années justement 50, 60, 70, que les joueurs ont apprécié. C'est vrai que l'empreinte Kurosawa était très très marquée, ça donnait beaucoup envie d'y jouer. Je te disais aussi, il y a Ghost of Tsushima aussi, qu'on pouvait jouer en noir et blanc et qui se revendiquait. En fait, je crois que c'est le filtre, c'est le mode Kurosawa d'ailleurs, qui se revendiquait justement de cette inspiration et de cette filiation. Et c'est vrai que quand ils ont présenté Trek to Yomi pour la première fois, c'était vraiment, on avait vraiment les plans des films, les mouvements faits de telle façon, parce que ça nous rappelle forcément les films de Kurosawa, film que tu m'avais prêté d'ailleurs dans la foulée, que j'avais regardé à peu près en même temps. Et ça, c'était, comme tu dis, le contrat, la proposition était hyper engageante et me hypait au plus haut point. Tout à fait. Et tu parles d'Akira Kurosawa, c'était mon prochain petit chapitre, je voulais en parler parce qu'en effet c'est un cinéaste, c'est certainement un des cinéastes à travers le monde qui a le plus marqué, un parmi de ceux qui ont le plus marqué le cinéma. Il est japonais, donc c'est certainement le réalisateur japonais qui a le plus traversé les frontières et qui a inspiré beaucoup d'autres réalisateurs à travers le monde. Donc il a fait Les 7 samouraïs, évidemment, Rashomon, Sanjuro, Kagemusha aussi, L'ombre du guerrier, qui était franchement pas mal. Il fait pas que des films de samouraï, il a fait aussi Chien enragé. Il a fait pas mal de films, mais quand même, c'est vrai que quand on pense à Kurosawa, du premier abord, on pense à des films de samouraï qui sont avec une très très bonne mise en scène. Et ce que j'aime dans les films de Kurosawa, c'est que il y a pas, je trouve, vraiment de héros. Il y a des êtres humains, des hommes avec leurs qualités, leurs défauts. Rashomon le montre très bien. C'est la nature humaine. Il présente la nature humaine dans son plus simple appareil, avec ses, comme j'ai dit, ses forces et ses faiblesses. Et c'est pour ça que c'est un cinéma qui est très inspirant. Donc la promesse, en tout cas, tu l'as dit, Kira, elle était là, de faire du Kurosawa en jeu vidéo. Tous les fans de cinéma japonais rêvent vraiment de ce genre de jeu. Donc, promesse
on l'a dit, du cinéma en référence, un cinématique platformer plutôt à la sauce un peu Limbo, à la sauce, tu l'as fait il y a pas longtemps, Planet of Lana. Enfin, moi j'avais imaginé un jeu comme ça, dans le Japon féodal, très immersif. En termes de gameplay, donc on a notre personnage, on enchaîne de tableau en tableau. Le personnage, comme je l'ai dit, il a un plan fixe, donc il va de gauche et à droite, et pour se battre, il rencontre les ennemis de cette façon-là, sachant que il y a un coup fort pour taper, un coup faible, on peut faire des petits combos entre les deux, il y a une esquive, une garde, des armes à distance, il joue un petit peu avec la profondeur de champ quand même, des petits items à collecter, et il y a un côté, j'ai trouvé, qui ira un peu die and retry, tu meurs et tu respawns très très vite à un petit checkpoint et tu reprends ta progression. Donc en termes de gameplay, je pense que j'ai à peu près tout dit parce que malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur la partie gameplay. Oui, puis ce qui est bien, c'est que les checkpoints sont relativement proches, donc ça évite aussi pour certains joueurs cette frustration de devoir se repanner un niveau intégralement en fait après une mauvaise manipulation ou un combat un petit peu plus retors. Là, on a vraiment cette sensation d'avancer petit à petit. Pour revenir sur ce que je disais, donc entre la promesse et la réalité, beaucoup de joueurs ont senti une certaine trahison. Et c'est là que toute la chronique va prendre du sel, sans spoiler évidemment. Le jeu, à un moment, après le premier tiers, il revêt une dimension un petit peu surnaturelle, ésotérique, je dirais pas évidemment comment, pourquoi, mais qui tranche en tout cas avec la proposition du premier abord, qui était un hommage vraiment au film assez terre à terre du coup, mais au film d'époque de samouraï, dans sa narration, mais aussi dans les décors qui changent quand même pas mal, alors qu'on était vraiment en plus dans quelque chose qu'on appréciait, tu vois, du Japon féodal, enfin on était vraiment quelque chose de très immersif. La transition est assez franche, et sans en plus, donc une transition de narration, d'ambiance, et en plus avec des mécaniques de gameplay qui restent strictement les mêmes. Donc on garde le même personnage dans les mêmes dispositions, mais tout l'enrobage change un petit peu, et assez brutalement, et moi j'ai eu le sentiment d'être un petit peu mis de côté à ce moment-là, que le joueur était moi j'ai pas trop compris, on était un peu, je trouve, mis de côté, et pas tant par un choix artistique qui se défend, ils ont rajouté un côté un peu ésotérique, évidemment que je ne décrirai pas encore, mais ça c'est une vision d'auteur, ok, mais je trouve que même dans la mise en scène et dans le dialogue, le joueur est pas vraiment amené subtilement à ça, et on a ce sentiment de frustration que j'ai moi très très vite ressenti. Mais est-ce que déjà, il y a vraiment une trahison? C'est ça que je voulais aussi dire, parce que je me suis intéressé un petit peu en détail, rien qu'au titre du jeu. Il s'appelle Trek to Yomi, donc un trek, bon, on sait tous, c'est une randonnée. Et Yomi, par contre, qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas, je l'ai découvert pour cette chronique. C'est le monde des morts dans le shintoïsme, en fait. Et donc, en gros, le titre du jeu veut simplement dire randonnée vers le monde des morts. Donc, ok, ça, on le comprend. Donc, tu vois, déjà, en interprétant le titre, tu avais des pistes de ça. Est-ce que c'est vraiment, du coup, une trahison ou pas? J'ai regardé la bande-annonce qui a été présentée au PS Showcase, enfin, encore une fois, au State of Play. On voyait tous ces éléments ésotériques. Mais je les avais pas retenus. Je les avais pas retenus parce que tout ce qui avait capté notre attention, c'est pour ça que finalement tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas du spoil, c'est parce que c'est dans la bande-annonce, la toute première bande-annonce du jeu. Et sauf que je pense que personne n'a retenu ça, même moi le premier, où j'avais retenu que le grain de l'image, noir et blanc, film samouraï des années 60, etc. Et finalement, est-ce que le jeu vraiment, au travers de ça, nous a trahi ou pas? Alors que le titre du jeu est pour le coup assez évocateur et que c'était montré dans la bande-annonce. Tu vois, là, il y a quand même petit débat, je trouve. Tu sais pourquoi on n'avait pas retenu ça à l'époque? Dis-moi. En fait, on n'a pas retenu ça à l'époque parce que quand on a vu la bande-annonce, je me souviens, on l'avait vu ensemble et on s'était arrêté au début de la bande-annonce en mode « Oh putain, c'est trop bien, on veut pas se faire spoiler ». Ah bah, et en fait, on s'est arrêté pendant la partie village, on a loupé toute pour moi, cette ignoble partie ésotérique. Et du coup, c'est dans ces moments-là que je me dis que c'est peut-être pas plus mal de regarder et de se dire « Bon, bah ok ». Oui, c'est vrai qu'on hésite toujours à regarder les bandes-annonces, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à être passés à côté de ce point-là, sur la partie un peu narrative et scénario. Donc là, je peux dire, est-ce qu'on a peut-être été nous-mêmes un peu acteurs de notre propre déception parce qu'on n'est pas allé vraiment au bout du truc? Ok, mais c'est pas que là-dessus que le jeu déçoit, je trouve. C'est qu'au-delà de ce choix artistique, encore une fois, la mise en scène qui est un point fort, à ces moments de scénario qui changent pas mal la narration, je trouve que, comme je l'ai dit, on est moins accompagné. Aussi, le gameplay ne rend clairement pas
honneur à ce jeu, parce qu'on est très très vite dans quelque chose de redondant. Donc il y a beaucoup d'évolution en termes de narration et de scénario, mais très peu dans notre personnage qu'on incarne. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression vraiment d'évoluer au même fil que l'histoire, bien qu'on débloque certaines petites compétences, mais qui sont souvent, franchement, je le dis, anecdotiques. Moi aussi, ce qui m'a sorti du jeu, c'est qu'on enchaîne à l'appel des vagues d'ennemis qui en plus attendent à tour de rôle de se faire tuer. Donc c'est vrai que ça fait un peu film des années 50-60, mais dans le mauvais sens du terme là pour le coup. Donc ça j'ai trouvé... Assassin's Creed de 2007. Oui, c'est vrai ça. Beau tacle en passant. Et... Après ça c'est vrai qu'on l'accepte souvent dans les jeux vidéo, mais pas de cette façon, pas en tout cas quand c'est amené, j'ai trouvé ça pas très très subtil, et c'est surtout moi cette grosse redondance dans le gameplay qui m'a déplu. Donc voilà, il y a ce changement de direction artistique au cours du jeu, mais il y a quand même et surtout de très grosses lacunes d'un point de vue gameplay. Bien que il y a quand même un mode de jeu, je trouve, qui aurait pu tout changer. C'est que dans le jeu, il y a 4 modes de difficulté. Donc moi j'ai fait au début tu as les 3 modes, tu as 3 modes, tu en débloques un à la fin du jeu. C'est le mode Kensei que tu débloques. Moi j'avais fait en mode Ronin le plus dur. Et Kensei, il est ultra intéressant, je trouve. Dès qu'il y a une touche, que ce soit pour toi ou pour l'ennemi, c'est une mort instantanée de toi ou de l'ennemi. Donc ça veut dire que tu tues tous les ennemis en un coup, et toi tu te fais tuer en un coup. Et peut-être que si le jeu c'était ça la proposition de base, avec un peu moins d'ennemis, avec du coup ce principe, avec le système die and retry comme je disais, aussi il y a des éléments de décor, des pièges qui te permettent de tuer des ennemis, et ça c'est plutôt intelligent. Et bah si vraiment tout le gameplay était basé là-dessus, je pense qu'on aurait eu une proposition clairement plus intéressante, et un jeu qui s'assumait davantage, je trouve. Cette récompense qu'on débloque en finissant une fois le jeu, pour moi j'ai vraiment commencé à ressentir quelque chose dans le gameplay avec ce mode de difficulté là, mais il faut aller jusqu'à la fin du jeu, et il faut relancer le jeu une deuxième fois, donc il faut être quand même assez motivé. Ce qui se passe aussi, c'est que je trouve que toute la partie ésotérique est bien trop longue, parce qu'au final c'est 1/3 du jeu, 2/3 du jeu derrière quoi. Donc ça fait beaucoup, et comme tu dis c'est redondant. Les ennemis au final ce sont juste des skins d'ennemis qu'on a déjà eu, qui changent plus ou moins de forme avec un enchaînement de vagues et tout. Donc soit le jeu est trop long, soit cette cassure, cette scission en fait aurait dû arriver plus tard dans le jeu. Ouais, carrément, c'est de l'enchaînement d'ennemis, c'est un peu du Street of Rage, alors qu'on attend à être rendu dans quelque chose qui est davantage dans l'immersion, enfin du cinématique platformer comme je disais. Donc vraiment la proposition, moi j'aurais fait un jeu vraiment basé comme sur ce dernier mode de jeu, où c'est peut-être plus punitif, mais c'est beaucoup plus fluide aussi. Si tu touches une fois tes ennemis, t'enchaînes, tu peux en tuer davantage. Enfin ça c'est une proposition qui me semblait vraiment convaincante. Avant la conclusion, en termes de notes, donc le jeu avait été quand même plutôt bien perçu. On est à 6 sur 10 par exemple sur Gamecult, 14 sur 20 sur jeuxvideo.com, le Metascore est à 64, mais c'est plutôt du côté des joueurs. Et d'ailleurs, moi je m'étais un petit peu, pas vanté, mais j'étais content au début du jeu, j'avais mis des screens sur Twitter, j'avais dit « Ouah, trop bien l'ambiance, je suis à fond, j'adore les films japonais ». Enfin vraiment, j'étais au taquet, très enthousiaste. Et à toi aussi, je t'avais envoyé le message, pareil, tu m'avais calmé un petit peu vite. Et donc voilà, je te dis, j'étais vraiment au taquet sur Twitter. Et donc un de nos amis auditeurs qui fait d'ailleurs des vidéos sur YouTube que je vous recommande, un très bon contenu, il s'appelle Wolfen, très sympathique au demeurant. Il m'a dit bon, tu vas voir qu'au début c'est cool et très vite ça redescend. Et c'est cette impression que le jeu a laissé aux joueurs. Voilà, il a quand même un petit bad buzz autour de lui et pas une réputation qui est vraiment excellente, ce pauvre jeu Trek to Yomi. Après, l'impression que j'en avais, moi, c'est que beaucoup de gens avaient testé le début du jeu, mais s'étaient arrêtés avant ce fameux passage dans le monde ésotérique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui vantaient le jeu, c'est génial. Et ceux qui sont allés plus loin, eux, au contraire, avaient tendance à le casser. À déchanter. Donc en conclusion, Trek to Yomi, moi personnellement, m'a déçu, vous l'avez compris. Donc j'ai trouvé victime de sa propre ambition, de la promesse qu'il nous avait fait. Il peut se défendre en disant qu'il a jamais vraiment menti aux joueurs, comme je disais tout à l'heure. L'évocation de son titre, les choix artistiques qui sont portés quand même dans la bande-annonce. Il a des qualités, on l'a dit, la narration, au début en tout cas, la mise en scène, le grain, les graphismes. Mais encore une fois, moi c'est surtout finalement sur la partie gameplay que le jeu m'a perdu. Il perd le joueur, il est trop répétitif, trop simpliste, et j'ai trouvé assez peu valorisant aussi. On finissait un niveau sans ressentir vraiment de la satisfaction, et ça aussi je trouve que là-dessus le jeu n'a pas été bon. Donc j'en garde
de l'amertume, c'est certain, mais étonnamment, quand même, Kira, je te le dire, je regrette pas, surtout ces premières heures de jeu qui m'ont quand même bien transporté. Il y a eu une belle ambiance, les décors sont vraiment sublimes, la mise en scène, bref, tout ce que j'ai dit. La bande son, j'en ai pas parlé, mais la bande son est exceptionnelle, vraiment très très bien. L'ambiance sonore est juste géniale. Donc, c'est juste du gâchis que Trek to Yomi se soit fait harakiri. Mais maintenant, en tout cas, auditeurs, vous êtes avertis de ce que le jeu exige en termes de narration, et peut-être que vous, étant plus avertis, si vous vous lancez dans l'expérience, au moins en toute connaissance de cause, et vous prendrez du plaisir, parce qu'en tout cas, il y a quand même quelque chose. Graphiquement, le jeu il en impose. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi la dernière fois j'ai relancé le jeu Trek to Yomi que j'avais fini à l'époque sur Xbox, et j'ai juste refait les 3 premiers chapitres pour m'éclater dans cette ambiance vraiment très Kurosawaesque, on va dire. Et rien que pour ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi c'est quand même un pétard mouillé, c'est dommage. Donc ainsi se conclut ton test de Trek to Yomi, donc qui est disponible d'ailleurs, qui a été disponible le mois dernier, je crois, gratuitement dans le PlayStation Plus, et qui est disponible dans le Xbox Game Pass. Donc il est accessible facilement, et en plus je crois qu'à l'achat il est même régulièrement en promo. On fait peut-être un petit point réseaux sociaux, qu'est-ce que t'en penses? Allez, petit point réseaux sociaux, donc retrouvez-nous sur Facebook et Twitter, on poste des actus, des screens de jeux qu'on fait. Donc en ce moment, vous avez pas mal d'images de Final Fantasy XVI, autant toi sur Facebook que moi sur Twitter. Donc si vous aimez pas FF, là, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, évidemment, on poste de tout. Mais c'est surtout l'intérêt, c'est d'avoir des interactions. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Les applications de podcast, on peut mettre des notes. Donc ça nous aide au référencement. Comme ça, on gagne des auditeurs. On a eu d'ailleurs une petite note la semaine dernière de Samus Deslandes, que l'on salue, qui apprécie notre contenu et la diversité. Il rigole bien. Je crois qu'il avait aimé la conf Ubisoft. On a Anto aussi qui a beaucoup aimé la chronique sur Godzilla de la semaine dernière. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits big up comme ça sur nos différents réseaux ou applications. On lit tout et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Carrément, merci beaucoup, ça fait plaisir de lire. J'ai lu tout à l'heure, oui, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu rigoler sur le passage de la conférence Ubisoft. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc c'est parti pour mon sujet. Vas-y, dis-nous pour tout. Changer un petit peu, je me suis dit tiens, je vais parler d'un animé. Donc un animé que j'apprécie beaucoup, et un animé qui bizarrement n'est pas trop connu. Tu connais City Hunter? J'adore. Je crois que tout le monde connaît City Hunter, et énormément de personnes adorent cet univers. Donc Nicky Larson en bon français. Là, on va parler en fait de sa suite sans vraiment être sa suite. On va parler de Angel Heart, qui est donc un animé qui s'inspire du manga City Hunter, donc de Tsukasa Ojo, et qui adapte la série de mangas éponyme en fait. Donc c'est un manga en 33 tomes, et qui est en fait une suite alternative à l'histoire de City Hunter. Okay. C'est-à-dire on peut très facilement regarder City Hunter et enchaîner sur Angel Heart directement, ou au contraire regarder que City Hunter et faire les films qui sont sortis derrière. Donc c'est vraiment une histoire parallèle. Et pourquoi ce n'est pas une suite entre guillemets canonique comme on l'entend? C'est tout simplement parce que le ton de cette histoire est totalement différent du manga original, donc City Hunter, et le mangaka ne voulait pas non plus alourdir son histoire. Okay. Cette histoire se passe donc dans l'univers de City Hunter. C'est une série de 50 épisodes qui est sortie le 3 octobre 2005. Donc ça fait déjà quelques temps maintenant. Au niveau du synopsis, donc plusieurs années après la fin de City Hunter, une jeune tueuse à gages de 14 ans, dont le nom de code est Glass Hearts, tente de mettre fin à ses jours en se jetant du haut d'un immeuble, ne supportant plus de semer la mort et le malheur sur son passage. Elle échoue dans sa tentative, mais son cœur est définitivement perdu. Parallèlement, Kaori qui était le bras droit de Ryo, qui est sur le point du coup de se marier avec Ryo Saiba, donc aka Nicky Larson bien sûr, meurt en tentant de sauver un enfant sur le point de se faire renverser par un camion. Son cœur lui est intact. Il est volé par l'organisation qui contrôle Glass Heart et le greffe à cette dernière. Bizarrement, le cœur semble accompagner des souvenirs de son ancienne propriétaire, en particulier ses sentiments très forts vis-à-vis de Ryo Saiba. Glass Heart va donc essayer de retrouver celui qui occupe ses songes et ses pensées pour avoir une vie comme toutes les filles de son âge. Donc là déjà, ce qui peut te choquer de prime abord, c'est que le synopsis est quand même très très sombre. Hein. On parle quand même d'une tueuse de 14 ans qui se suicide. On parle de Nicky Larson qui va se marier, mais sa fiancée meurt juste avant. Sa fiancée qu'on a appris à apprécier dans toute la série City Hunter et dans tous les épisodes de l'animé également. Donc déjà, voilà, c'est aussi pour ça que le mangaka a décidé d'en faire une suite alternative, on va dire. Donc je vais commencer déjà par ce qui frappe, c'est l'atmosphère mélancolique et émotionnelle. L'animé explore
explore des thèmes de la perte, de la rédemption, de la quête d'identité, ce qui confère une profondeur supplémentaire en comparaison à City Hunter. Et encore plus à l'adaptation française de Nicky Larson qui peut être vue comme un spin-off, car là on partait vraiment dans le burlesque avec ses doublages français haut en couleur. Les personnages sont bien développés, ont des motivations complexes et l'intrigue se concentre sur le personnage donc de Glass Heart davantage que sur Ryo Saiba. Lui passe du coup au second plan, un peu comme un mentor, si tu vois, c'est un peu le principe de Creed et Rocky. Quand on arrive dans la saga Creed, Rocky est au second plan et accompagne Adonis, là c'est pareil. On va retrouver Ryo Saiba, donc il y a quand même ses fulgurances et ses frasques de temps en temps, mais on sent un Ryo Saiba brisé, triste, qui essaye de se cacher derrière une ambiance un petit peu potache et loufoque, mais derrière lui aussi est plein de mélancolie. Oui. Quant à Glass Heart, c'est une jeune femme qui est le fruit d'une expérience scientifique et qui cherche à comprendre son passé. Son cheminement personnel est touchant et offre des moments assez poignants. L'animation d'Angel Heart est également solide, avec des séquences d'action bien chorégraphiées et des scènes visuellement attrayantes. Des courses-poursuites en voiture à l'ancienne, on va retrouver des scènes plus typées polar noir, avec des combats au flingue, des explosions, comme savait si bien le faire Nicky Larson. Mais encore une fois, derrière, on se retrouve avec cette ambiance qui est plus pesante et peut-être plus réaliste également. Les combats sont donc bien réalisés, il y a une attention toute particulière portée aux détails des environnements. L'ambiance sombre et les décors urbains créent une atmosphère immersive qui contribue à l'expérience de visionnage. Alors certes, l'affichage 4/3 a vieilli, mais ça reste très regardable de nos jours. De plus, le chara-design est un poil différent, mais reste très proche de la première série. Comme si le mangaka avait décidé en fait de montrer quand même cette scission, c'est-à-dire c'est une suite à Nicky Larson, mais c'est pas le Nicky Larson que vous connaissez. Ça peut gêner, ça peut rebuter certains puristes, je le cache pas. Cependant, malgré ses qualités, Angel Heart a quelques faiblesses qui peuvent freiner l'appréciation globale de l'anime. Tout d'abord, certains fans de City Hunter peuvent être déçus par le changement de ton de l'histoire. Alors que City Hunter est principalement connu pour son mélange d'action, d'humour et de romance, Angel Heart, au contraire, se concentre davantage sur le drame, la tristesse, ce qui peut laisser, on va dire, plus ou moins perplexes certains spectateurs en quête de fun et de légèreté. Les habitués. De plus, l'intrigue par moments est parfois confuse. On se retrouve avec des sous-intrigues qui manquent de clarté. Certains retournements de situation sont téléphonés, auraient le mérite de disparaître, tout simplement. À côté de ça, on va retrouver, encore une fois, une ambiance plus polar noir, avec des tueurs à gages, il y en a toujours eu dans City Hunter, mais là on va vraiment se retrouver dans les tueurs à gages moins grand guignolesques, moins loufoques, plus réalistes en fait, malgré qu'on voit une jeune fille de 14 ans, ça m'a un peu fait penser à Gunlister Girl, je crois, un manga en fait qui embauchait des petites jeunes de 14-15 ans en fait pour justement tuer des adultes, c'était un peu glauque. Là on retrouve un peu dans la même ambiance, mais avec un polish City Hunter derrière en fait. Et je trouve que l'ambiance match super bien. Et en partie, c'est grâce à la bande originale de la série, donc qui est composée par Taku Iwasaki, excusez-moi, qui utilise principalement des mélodies douces et des arrangements instrumentaux qui renforcent les moments dramatiques et émotionnels de l'histoire. La composition est souvent caractérisée par des instruments à cordes, tels que le piano ou le violon, qui créent une atmosphère intime et poignante tout du long. Certaines pièces musicales évoquent la solitude, la mélancolie, la tristesse, tandis que d'autres apportent une touche d'espoir et de résilience comme une lumière au bout du tunnel. Nous avons également de beaux morceaux plus punchy pour les scènes d'action, ce qui fait mouche à chaque fois. C'est vrai que le mangaka a toujours été très très bon dans ses scènes d'action, et là encore une fois, on se retrouve avec des scènes d'action de haute volée, même parmi les meilleures de la saga entière. Donc pour moi, en conclusion, Angel Heart est un animé qui explore des thèmes émotionnels, qui offre une atmosphère mélancolique et visuellement attrayante, et qui pourrait faire même une excellente conclusion au manga City Hunter. Le changement de ton, de style en fait une œuvre plus profonde et plus mature. On est plus proche du seinen
que du shonen, et son ambiance polar noir fait vraiment la différence. Sur le recul, j'adore Nicky Larson, j'adore City Hunter, mais j'ai pareil une très grande affection pour Angel Hearts, qui malheureusement ne fait pas beaucoup parler d'elle, à moins d'être vraiment un très très gros puriste et un fan inconditionnel, mais ça a le mérite en fait de renouveler totalement l'esprit du manga, de la série, tout en gardant, on va dire, son identité, son ADN et ses codes en fait. Nicky Larson reste Nicky Larson. Certes, on a pu ce côté joyeux, même s'il a vécu des traumatismes du passé, là il est en plein dans son traumatisme, mais ça reste Nicky Larson. Et de voir ces deux personnages travailler ensemble qui vont s'apprivoiser petit à petit, tel un père et une fille, j'ai trouvé ça super beau. Donc je vous le conseille fortement. Écoute, belle lettre d'amour pour la série, hein. Franchement, t'en as parlé avec beaucoup de passion. Moi, je connais évidemment très bien City Hunter parce que j'ai l'intégrale des mangas, mais pas du tout Angel Hearts. Je connaissais vaguement le pitch de base, donc là tu l'as rappelé et ça a éveillé en moi des souvenirs. Mais tu vois, en étant puriste de City Hunter, j'ai pas franchi le cap et d'aller sur cette série-là. Je trouvais que City Hunter, ça suffisait à lui-même. Mais ce que j'ai aimé dans ce que t'as dit, c'est surtout ce changement de ton, donc qui peut apporter un petit peu un renouveau à la saga. Donc ça me donne envie de clairement m'y pencher. C'était très très intéressant. Oui, puis tu vois, on a pu ce côté grosse massue, ce qui faisait l'ADN de Nicky Larson. Mais à côté, on a tellement d'autres codes qui vont intégrer à la série, mais en subtilité, qui fait qu'en fait, ce qu'on perd, entre guillemets, en comédie fun, ouais. et en fun, on va le gagner en identité et en, en développement de personnages, en ambiance et tout. Ouais. Voilà. Et même, on le sent, c'est que Nicky Larson a été écrit comme un shonen classique. Souvent, c'était 1, 2, 3, 4 chapitres, ça faisait une histoire et on repartait à zéro à chaque fois. Et chaque épisode de Nicky Larson était conçu comme un format épisodique. Oui. Là, on est davantage dans du sériel, c'est-à-dire on a une vraie trame de fond tout du long sur les 50 épisodes. Alors, on va retrouver aussi les petites missions de Nicky Larson de temps en temps, mais c'est, on va dire, c'est plus de l'ordre de la parenthèse, comme pour respirer quand on a la tête sous l'eau pendant des heures. Ça donne carrément envie. Je sais pas si ça existe sur des plateformes, si t'as une idée, Crunchyroll, ADN, c'est trouvable quelque part, cette beauté. Les DVD que je possède étaient sortis à l'époque par TF1 Vidéo, donc je sais pas si on peut les trouver. Ils sont galères en termes de droits, donc je suis pas sûr que ça se retrouve quelque part. Voilà, je pense pas. Je crois qu'ils les avaient mis sur Salto, mais bon, Salto, on sait ce que ça a donné. Ils ont fait un looping et ils sont tombés. mais voilà, c'est une série que je conseille. En plus, on a un super doublage français avec toujours le doubleur de Nicky Larson qui revient. Donc c'est Vincent Ropion, je crois, de mémoire, qui revient pour doubler Nicky Larson. Et à cette époque-là, il l'avait pas doublé depuis au moins 20-25 ans. C'était avant la sortie du film Privatize. Et c'est cool parce que le gars il se donne toujours à fond et oui. Et derrière, pareil, on va retrouver je vais l'appeler Mammouth, mais on va retrouver Umibotsu, je sais plus comment ça se dit en japonais. On le revoit également dans Angel Hearts et tous les personnages secondaires qu'on a croisés, on va les revoir à un moment ou à un autre. Sauf que ces personnages ont évolué différemment et surtout ont aussi eu des choses qui leur sont arrivées en 25 ans, comme si on a vraiment eu un temps de latence où on les avait pas vus, quoi. C'est ça. Et pareil, s'ils pouvaient, ils ont récupéré certaines voix d'époque en fait. Et ça, je salue le geste parce que ça se fait pas souvent malheureusement. Et là, on sent vraiment la passion du doublage, quoi. Ouais, franchement, donc voilà, super. Ainsi se conclut notre émission. Est-ce que tu as peut-être un mot à glisser pour la fin, un petit peu de teasing? De quoi comptes-tu nous parler la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, je suis en sujet hors sujet, moi. Ce sera un sujet hors sujet en lien avec notre émission spéciale qui arrive dans 2 semaines. Donc le teasing, il est un peu vague, mais on prépare des belles choses, même si c'est l'été. On reste à vos côtés, on prépare du contenu pour vous. Donc j'en dis pas plus. Et toi, Kira, sur le jeu, écoute, étant donné que je suis sur Final Fantasy XVI à fond, va falloir que je fasse un autre jeu à côté. Pour pouvoir, non, ça va, j'ai quelques tests aussi que j'avais en cours d'écriture. Ouais. Voilà, en cours d'écriture que j'avais prévu de sortir. Je me tâte à continuer ma spéciale Metal Gear, donc je vais voir encore, je vais m'adapter en fonction de la semaine, en tout cas. Et sinon, pour le mot de la fin me concernant, c'est vraiment un grand merci, hein. Je le dis toutes les semaines, on gagne des auditeurs, on a des nouvelles appréciations, des commentaires qui font grave plaisir, donc on est vraiment reconnaissant pour l'écoute que vous nous accordez
Et voilà, un grand merci. En effet, merci à vous. Passez une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.